savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Bonjour Mario. Bonjour. Grosse deuxième journée de la rentrée parlementaire ici à Québec, alors que la CAQ va encore se démener comme un diable dans l'eau bénite avec ses accusations, allégations de financement douteux, de cocktails là, auxquels ont été invités des maires, des mairesses, des entrepreneurs là, un peu partout au Québec où il faut débourser 100 $ et où, semble-t-il, il y avait vraiment une espèce d'insinuation selon laquelle on allait pouvoir parler plus au ministre là, si vous veniez au cocktail que non. Bref, des allégations qui sont, on en a discuté hier ensemble, Mario, là, difficiles à bien cerner, surtout que ça a toujours été le cas pour pas mal tous les partis s'ils ont été au pouvoir. Oui, mais c'est parce que c'est... Mettons qu'on te dit que tu vas avoir la chance de rencontrer un ministre, mais est-ce que les autres font pas ça? Mettons que tu invites quelqu'un à un cocktail du PQ. Conférencier invité, Paul Saint-Pierre Plamondon. Il a dit hier que si le Parti québécois était élu au pouvoir, qu'il n'y aurait pas aucun ministre. Non, je comprends. Ministre mais présentement, là-dedans. mettons, quelqu'un doit dire, écoute, viens notre souper, là, parce que Paul Saint-Pierre Plamondon va être là, tu vas pouvoir le rencontrer. Oui. Et ça veut pas dire que la personne va corrompre Paul Saint-Pierre Plamondon. On va avoir la chance de le rencontrer, de jaser avec. Et là, on avait, justement, toutes les réactions, mais aujourd'hui... Sauf que là, la CAQ a sorti un lapin de son chapeau pour dire, si c'est ça, on peut aller à l'autre extrême, là. Exactement, là. Eux qui ont dit, si vous voulez qu'on ramène la confiance, on peut rouvrir la loi avec toutes les autres formations politiques, là, s'asseoir autour de la table puis éliminer complètement le financement populaire, là. En gros, que les partis deviennent... Le financement 100%... privé, c'est ça. Le financement privé, 0. 0, tout viendrait de la cagnotte de l'État pour être capable de financer les activités des partis politiques. On est déjà pas loin de ça, là. Oui. On est déjà, les gens qui sont surpris, on est à 80%, le chiffre rond, plus ou moins, là, quelques points, on est à 80%. Nos partis politiques vivent déjà à 80% avec des fonds publics. L'autre 20%, c'est des cartes de membres. C'est super parce que là, maintenant, avec la limite de dons à 100$, c'est peu d'argent là, qui se considère les millions qu'ils ont besoin pour vivre, faire leur campagne électorale. À coût de 100$, c'est relativement peu ce qu'ils ramassent. Ouais, on parlait du côté de Brigitte Legault qui est en entrevue avec nous hier, la directrice générale de la CAQ, d'un 3% à peu près. C'est les maires. Tu penses que c'est 3% du financement qui vient seulement des maires. Mais il faut quand même passer que là, l'extrême de dire, OK, il n'y a plus un don qui peut être ramassé. Là, t'élimines complètement tout nouveau parti, là. Parce que ça veut dire que tout le financement serait basé sur les votes que tu as obtenus à la dernière élection, à l'élection précédente. Donc, un parti qui n'était pas à l'élection précédente a le droit à 0 financement. Donc, part avec rien du tout dans les poches. Non, part avec 0, mais pour faire sa campagne, n'a pas le droit d'en ramasser. Fait que c'est 0 plus 0 égale 0, là. Donc, tu peux même pas... dire qu'à moins que quelqu'un soit millionnaire... Non, il n'y a pas le droit de dépenser son propre argent non plus. Non plus. Non, c'est interdit, ça devient un don politique. Non. Donc, il n'y aura plus jamais de nouveau parti. Un nouveau parti ne pourrait que faire du porte-à-porte, faire des choses gratuites, là, dire moi je fais du porte-à-porte, mais il pourrait même pas mettre une affiche pour dire j'existe, je me présente. Interdit. Parce qu'il peut pas avoir un sou. Fait que, fait que cette proposition-là, je pense pas que la CAQ était sincère aujourd'hui. Je pense que c'est une façon de dire aux partis d'opposition si vous exagérez, on va exagérer nous aussi. Oui. Mais sincèrement, c'est complètement ridicule. C'est aussi ridicule que les accusations exagérées de l'autre bord, mais de laisser entendre. Déjà, moi, je pense que nos partis sont trop financés par l'État. Déjà que le 80%, moi, je trouve que nos partis sont trop financés par l'État. Mais le 100%, là, comment... tout le sous-entendu que prendre une carte de membre d'un parti politique, financer un parti politique, ça serait un péché, ça serait le mal, ça serait... Voyons, on vit en démocratie. La démocratie, elle passe par les partis politiques. Il y a quelque chose, il y a un dérapage là-dedans. Là. Oui, surtout que le militantisme a toujours existé pour les partis politiques. Il y a des gens qui donnent de leur temps. Plein d'autres organismes dans la société, des groupes environnementaux, des associations de toutes sortes qui fonctionnent avec des dons. Pourquoi les partis politiques pourraient pas? Parce que là, s'ils sont au pouvoir, ça va être la corruption. C'est de même partout sur Terre. Là, les partis sont financés. Déjà qu'ici, à 80%, on est... À mon avis, je serais curieux de faire une étude complète sur la planète. À mon avis, on est la place au monde où les partis sont le plus financés par l'État, déjà. Oui, et là, on a continué aussi du côté des principaux intéressés de la CAQ, là, donc les ministres, à faire tourner au ridicule un peu là, cette suggestion qu'un 100 $ pourrait faire changer complètement soit leur décision, leur allégeance, leur carrière politique. Là, puis celui qui a le mieux illustré ça, bien évidemment, c'est un des ministres les plus fortunés, c'est pas le plus fortuné de la CAQ, Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Énergie, qui a dit, c'est ça, il dit, pensez-vous vraiment que 100 $, ça va m'acheter? Ouais, pensez-vous que quelqu'un va m'acheter pour 100$, mais
Mais même quelqu'un de moins fortuné, là, veut dire, est-ce que quelqu'un vraiment va mettre sa carrière politique en faisant, mettons, en contournant des lois pour 100 piastres donner à son parti? Ben, se poser la question, c'est y répondre. Là. Ben, c'est pour ça qu'il y a eu exagération cette semaine. Maintenant, je vais dire ce que je retiens de ça quand même. Parce que Québec solidaire, en développant son dossier, là, il y a eu plusieurs maires qui ont témoigné pour eux. Des gens d'affaires qui ont témoigné pour eux. Et moi, ce que ça me dit, c'est qu'il y a quand même beaucoup de monde qui en veulent à la CAQ. Beaucoup de monde qui déteste la CAQ. Et au point où je me demande, mais quand la CAQ était au sommet des sondages, je sais pas moi comment ça se passe dans les comtés, les députés avec leur maire, mais est-ce qu'il y en a qui se sont enflés à la tête? Est-ce qu'il y en a qui sont devenus baveux? Est-ce qu'il y en a qui sont devenus, tu sais, la fameuse arrogance, au point où, quand ils retombent dans les sondages, les gens se disent « Hey, toi, là, tu vas voir un chien de ma chienne. » Parce que moi, j'ai été surpris. Par exemple, dans les cantons de l'Est, là, un paquet de maires qui ont pris la parole publiquement pour dire « Ouais, nous autres, on a été sollicités, puis c'était pas correct. » C'est OK, ces maires-là... c'est peut-être plus ce qui est caché là, sous le tapis qui commence à... C'est une espèce de pointer, colère là, que la CAQ aurait créée par son attitude. Puis là, les gens se taisaient parce qu'ils étaient les plus forts. Puis comme ça, qui rejaillit, là. Tout savoir en 24 minutes. Dans les autres dossiers dont se préoccupait l'Assemblée nationale aujourd'hui, il y a ce rapport qui avait été commandé, là, du rapport de comité conseil du côté du ministre de la Culture, là, Mathieu Lacombe, qui demandait à voir justement un état de la situation par rapport au contenu québécois, contenu francophone original sur les plateformes, là, les grandes plateformes de diffusion. Est-ce qu'il est disponible? Est-ce qu'il est facile à trouver? Est-ce qu'il est proche de la première page où les gens cliquent? C'est rare que tu vas fouiller. Oui, exactement, là, où il n'y a pas de section Québec sur Netflix. Là. On s'entend. Mais là, ce qu'on se rend bien compte du côté du rapport, c'est qu'on est vraiment à minuit 1 là, pour légiférer sur le contenu québécois. Là. On a fait 32 recommandations du côté du conseil là, pour légiférer. Puis eux, justement, c'est peut-être ça le terme, le nerf de la guerre. Eux estiment que Québec a le droit et même le devoir de légiférer sur la chose, c'est-à-dire de mettre des normes ici qui vont venir impacter les géants du web. On l'a vu à Ottawa pour tout ce qui est là, du partage des revenus web pour les médias. Ouais, c'est vraiment pas facile de faire s'asseoir à la table des géants comme Netflix ou Spotify qui sont entre autres visés. Écoute, si on ne touche pas à l'aspect financier, leur dire tu vas ajouter une section au Québec, je le sais pas, je parle à travers mon chapeau, mais ils sont peut-être plus parlables. Je pense que quand tu veux changer leur modèle d'affaires au niveau financier, ce qu'on a voulu faire à Ottawa en disant vous allez payer pour les nouvelles, ça, c'est plus tough. Le respect d'une culture locale qui, au fond, leur coûte pas grand-chose. Là, est-ce que ça, c'est quelque chose qui pourrait être plus parlable? Va falloir faire attention. Disons que ça va prendre du doigté là, de transiger avec ces organisations-là. Mais ce qu'on veut faire là, vraiment du côté de Québec, c'est mettre là, un objectif puis une obligation de résultat. Donc, dire, ça nous prend tel pourcentage là, d'accessibilité au contenu francophone. Ça prend au moins un contenu francophone original. Hein. Ça, c'est important là-dedans. Là. Pas du contenu qui est doublé ou traduit. On parle véritablement de contenu original francophone. Mais on dit, par exemple, il va y avoir telle cible. Vous devez le faire d'ici tel temps, mais... de la manière d'y arriver, ça serait laissé libre aux entreprises en question. Mais il y a deux aspects à regarder. Là. Il y a l'aspect, mettons le contenu québécois sur, prenons Netflix. Il y a quelle quantité il y a. Ouais. Ça, ils disent qu'ils veulent en faire plus. On va voir ce que ça donne. Mais il y a quelle quantité il y a. Puis après ça, il y a, disons, la facilité de le trouver dans les algorithmes. Puis la facilité de le trouver dans la bibliothèque. Je dis ça de même. C'est sûr que si c'est dans la 7e rangée d'en bas, en arrière d'un autre livre, ça se peut que personne le voit ou le regarde. Oui, mais déjà sur Netflix, ça avait commencé à apparaître. Moi, je t'avoue, là, tu sens que j'ai du contenu nécessairement québécois là, constamment affiché sur mon Netflix. À la seconde où la série 19-2, qui est rendue sur Netflix maintenant, série québécoise, mais on me l'a tout de suite proposé, moi. À la minute où c'était sur Netflix. Donc, il y a peut-être déjà des normes qui sont mises en place, mais maintenant, c'est de savoir, avec une véritable législation, quel coton on veut imposer, puis avoir peut-être plus de contrôle sur ce qui se fait déjà. Donc ça va être important de le faire. Puis une autre des recommandations qui a été proposée en rapport aujourd'hui, c'est que Québec devrait négocier une entente avec le fédéral là, pour ses revendications traditionnelles en culture. Parce que en ce moment, Ottawa dit que oui, ils veulent être capables d'aller chercher là, toutes les négociations avec les géants du web, puis de le faire de leur côté. Mais on s'inquiète que Québec ait aucun moyen, aucun pouvoir, aucun poids pour être capable d'aller eux-mêmes décider là, sans devoir passer par le fédéral. Donc, une autre entente là, qui devrait peut-être être mise en place. Donc, c'est quand même 32 là, recommandations là, solides à suivre de ce côté-là. Ça va être tout un mandat là, à remplir du côté du ministre Lacombe. Actualité.
Toujours à Québec, on continuait d'entendre, là, dans le cadre du projet de loi 47 qui est en commission parlementaire en ce moment, les différents syndicats de l'enseignement. Je rappelle, c'est ce projet sur la violence sexuelle dans les écoles. Là. On veut, entre autres, venir supprimer ce qu'on appelle les fameuses clauses d'amnistie là, qui permettent de faire disparaître des dossiers des professeurs, les sanctions disciplinaires auxquelles ils ont déjà été soumis. Donner un dossier disciplinaire, dossier du passé. On a quelques exemples en tête là, des années récentes. Ce type, je pense que c'était à la commission scolaire des Patriotes, je pense pas me tromper, qui avait déjà été condamné pour proxénétisme. Oui. Qui s'est retrouvé en classe. D'autres qui ont eu carrément, qui considéraient avoir des liaisons avec des élèves. Oui, puis là, on soulevait toutes sortes de problèmes, transférait d'école, le dossier suivait pas, puis recommençait à zéro à l'autre place. Oui, mais c'est parce que le nouveau centre de service scolaire qui fait l'embauche ne reçoit pas les informations pour dire mais la personne a été sanctionnée à un autre endroit ou la personne a eu un dossier disciplinaire pour avoir fait telle chose sur des élèves, sur des enfants. Et c'est ça que le ministre Drainville veut dorénavant que les dossiers suivent et c'est vraiment à ça que les syndicats s'opposent, veulent qu'on puisse effacer les dossiers, partir de page blanche, disent les gens ont le droit de se corriger, de s'amender. Oui, hier, c'était la Fédération autonome de l'enseignement, la FAE, qui demandait à ce que ce soit maintenu sous une certaine forme. Là, eux veulent maintenir ça en disant qu'un employé qui est fautif pourrait le faire amende honorable éventuellement, puis qu'on supprime... Faire effacer son dossier, exact. Faire effacer son Mais dossier. Ça, c'est pas... Parce qu'il me semble qu'ils ont manifesté cet automne, la FAE, puis c'était l'intérêt des enfants d'abord. Oui, parce que c'est un rapport, je le rappelle, le accablant, qui est tombé, qui a fait en sorte qu'on a déposé ce projet de loi-là en décembre dernier. Là, ça a été vite, là, le rapport est sorti en septembre, puis le projet de loi était rédigé en décembre. Là. Voilà, là, parce qu'il y a des lacunes, particulièrement sur les inconduites sexuelles. Là. Oui, toutes sortes de mesures disciplinaires peuvent être prises pour une panoplie là, d'infractions que les profs peuvent faire. Mais c'est particulièrement sur les infractions de nature sexuelle qu'il y avait un problème. Là, du côté du ministre de l'Éducation, Bernard Drainville, on dit qu'on va aller de l'avant, qu'il n'y aura pas de compromis à faire sur les clauses d'amnistie. Là, on semble rester ferme de ce côté-là. Puis c'est la Fédération des comités de parents, elle a demandé à Québec d'en faire encore plus là, dans ces mesures-là. Donc on a vraiment deux discours. Là, ouais. Mais c'est juste que moi, la FAE, il me semble que j'ai écouté ces lignes de piquetage cet automne, puis ça nous disait, puis au mois de décembre, ça nous disait toujours que c'était l'intérêt de l'enfant. Tout ça se faisait pour l'intérêt de l'enfant. Puis là, aujourd'hui, j'écoutais ça, je me disais, voyons, il me semble que là, l'intérêt de l'enfant, c'est un petit peu moins ça, plus l'impression qu'on défend nos membres. Je sais pas s'il y a encore l'appui des parents, parce que cet automne, ils nous ont tapé les oreilles, il y avait l'appui des parents, mais c'est pas pour ça. Probablement qu'ils ont encore l'appui des parents, là, pour demander qu'on efface les dossiers, je suppose. Ils ont l'appui des parents, ils doivent l'avoir gardé, je sais pas. Tout savoir en 24 minutes. Si on passe au fédéral, maintenant, une annonce qui a été faite cet après-midi par le ministre fédéral de l'Immigration, Mark Miller. On va allouer 362 millions de dollars de plus du côté d'Ottawa pour aller gérer l'hébergement temporaire des demandeurs d'asile pour tout le pays. C'est ça, parce que les gens qui écoutent le début de ta nouvelle qui ont de bonne mémoire, ils disent le gouvernement du Québec demandait 460, il donne 360. Bon, on n'est pas loin, mais non, 362, c'est pour tout le Canada. Pour tout le Canada, oui. Donc, pour le Québec, on est loin du compte de la demande du gouvernement Legault. Là. Exactement, puis on serait tardé de voir les réactions, justement, du gouvernement Legault. Là, je rappelle que la ministre québécoise de l'Immigration, là, Christine Fréchette, avait réitéré que le fédéral devait agir rapidement, devait allouer des sommes. C'était 470 millions là, qui étaient estimés. La lettre de M. Legault, qui a renvoyé au fédéral, là, dit 470 millions, c'est ce que ça a coûté au Québec seulement en 2021-2022 d'être capable de gérer les demandeurs d'asile, là, qu'on estime quand même là, 45% de tous les demandeurs d'asile en 2023 sont arrivés là, dans tout le pays. Au Québec, là, on parle d'un record de 65 570. Mais là, 100 millions va être donné au Québec sur le 362 millions. 100 millions contre 470 qui étaient demandés. C'est certain qu'on va grogner du côté de la CAQ. J'ai entendu le ministre Miller dire, en tout cas, on va attendre l'interprétation détaillée de tous les chiffres là, dans les 24 prochaines heures. Ils vont démêler ça parce que lui, il dit que dans le 100 millions, il y a un 50 millions là, qui étaient déjà donnés. En tout cas, je sais pas si il faut compter 150. Ça semble pas être le cas, mais de toute façon, aux gens qui se demandent c'est quoi cet argent-là, c'est vraiment le fédéral est responsable des demandeurs d'asile, là, des gens qui viennent au Canada, mais pour demander le statut de réfugié. Et les dépenses, c'est dès leur arrivée, les gens sont pris en charge. Il y a tout un système de prise en charge. Le premier soir où ils sont là, on les héberge. D'abord, souvent, c'est les premiers soirs, c'est à l'hôtel. Puis après ça, on essaie de leur trouver un hébergement plus permanent.
ils n'ont pas de revenus, puis ils n'ont pas le droit de toute façon, ils n'ont pas le droit de travailler, même s'il y a des besoins dans le marché du travail. Là, faut qu'il y ait ils ont besoin d'un papier du fédéral, ils n'ont pas le droit de travailler. Mais pendant qu'ils n'ont pas le droit de travailler, ils reçoivent l'aide de dernier recours, donc ils sont tout de suite inscrits à l'aide sociale. Dès que les enfants sont arrivés, si des gens ont des enfants, dès que les enfants sont identifiés, ben, on les scolarise. Ah ben oui, ils ont le droit d'aller à l'école. Puis s'ils parlent pas la langue, ben là, ils vont dans une classe d'intégration. Ça coûte plus cher par enfant. Puis s'ils se blessent, s'ils sont malades. Oui, pas l'école, mais les systèmes de santé, les hôpitaux sont là. Si une personne arrive à un problème de santé, on ouvre la porte de nos hôpitaux. Tout ça pour dire que il y a des coûts. Là. Quand on demande au fédéral de l'argent, il y a des coûts réels, concrets, associés. Puis là, j'ai pas parlé des organismes communautaires qui travaillent dans l'accueil puis qu'eux aussi doivent être financés. Alors, les demandes du gouvernement du Québec, c'est pas on envoie un chiffre comme ça, on voudrait des millions. Là. C'est documenté, c'est une facture documentée. Elle dit, ben voici ce que ça nous a coûté. Puis le fédéral, toi, t'es censé être responsable de ça, fait que tu devrais nous rembourser. Oui, ce qui semble pas être le cas du tout dans ce cas-ci. En tout cas, il semble pas y avoir convergence de vues sur l'ampleur de la responsabilité fédérale puis l'épaisseur de la pile de factures qu'il devrait assumer. Oui, on verra de quelle manière réagira exactement le gouvernement du Québec dans ce dossier-là, mais on peut parier un petit 2, Mario, que c'est pas fini. Ils sont pas contents, non. Savoir et comprendre, tout savoir en 24 minutes. La Société canadienne d'hypothèques et de logement a présenté un nouveau rapport aujourd'hui qui est assez alarmant, merci, là, du côté des capacités d'hébergement dans le reste du pays et particulièrement au Québec. On dit que le taux d'inoccupation des logements locatifs, là, donc on parle pas des maisons, mais véritablement des logements, les appartements, a atteint là, l'inoccupation des sommets qui n'ont jamais été vus depuis 20 ans. Là. C'est en baisse à 1,3 % de logements inoccupés en 2023. C'est le plus bas taux observé en 20 ans, je l'avais dit. Mais aussi, ça crée une hausse historique des prix des appartements. 7,7 % d'augmentation cette fois-ci des loyers. C'est le plus haut depuis 1990. Montréal s'est frappé, bien évidemment, de plein fouet. On est rendu à 1,5 % de taux d'inoccupation dans les logements. Et ça chute même à Québec. On dit que dans le marché de Québec, c'est particulièrement préoccupant aussi. Là. On a de la difficulté, même si c'est une région dans laquelle on a construit le plus d'immeubles locatifs dans la dernière année. Mais à Drummondville, à Trois-Rivières, à plein d'endroits, on est en bas du fameux 1 %. En bas du 1 %, les experts disent c'est qu'il n'y a plus de logement. Parce que, tu sais, mettons, point quelque chose, c'est que là, c'est soit ce que tu vas trouver là, qui va faire ce petit nombre, cette fraction d'1 %. C'est soit du très, très cher. T'sais, tu vas trouver un logement vraiment très haut de gamme, là, que c'est pas n'importe qui va être... Ça te prend un millionnaire pour aller l'occuper. Oui. Ou, à l'autre bout du spectre, le taudis. Des trous, des taudis, ou des endroits très, très, très petits. Donc, c'est vraiment pour une personne seule. Donc, dès que tu as une famille, un couple, une famille avec enfants, mais c'est comme tous des logements, je dirais... pas ordinaire souvent. Là. Ouais. Il reste plus, mettons, pour une femme monoparentale qui est avec 1 ou 2 enfants, un 4,5, qu'elle pourrait loger sa famille. C'est plus trouvable. Il n'y en a plus. Là. Il n'y en a juste plus. C'est ça l'affaire. C'est tous des logements, souvent, qui sont un peu hors normes, soit trop chers, soit trop trous, soit trop petits. Mais des logements qui sont un peu hors normes, c'est ça, quand il reste un si faible pourcentage, c'est ça qui reste. Là. Dans la région de Québec, on est en dessous du 1 %. Mario, on est à 0,9 % donc de taux d'inoccupation. Alors, c'est un rapport accablant qui continue, si on veut, de rajouter une couche là, par-dessus tout ce qu'on savait déjà dans le logement. Mais on peut pas être surpris. Je veux dire, on savait de l'année 2023 qu'elle avait été une année record en termes d'arrivée de travailleurs étrangers temporaires, de demandeurs d'asile. On savait qu'elle avait été, dans plusieurs régions, une année quasiment record de faible construction. Tu sais, t'as plus de gens à loger, puis t'en construis pas. C'est qui arrive. C'est prévisible. Là. Tout savoir en 24 minutes. Dans les dossiers judiciaires, aujourd'hui, au Palais de justice de Montréal, un agent de sécurité de la communauté juive hassidique a fait face à la justice après qu'il ait grièvement blessé un automobiliste dans une drôle d'histoire. C'est une histoire curieuse. Je dois dire que je comprends pas de quoi on parle. Ouais, l'homme de 29 ans, Moshe Alpern, était un agent de sécurité. Là. Lui agit comme un patrouilleur pour la communauté juive hassidique. Là. Et il répondait, lui, à un appel d'urgence. Ouais, au mois d'août dernier. Là, lui, il dit qu'il y a quelqu'un qui l'a appelé. Il a dit, viens tout de suite, rapidement, j'ai besoin d'aide. Donc, on connaît pas trop le
contexte dans lequel il a reçu cet appel-là, mais il s'est mis en route avec sa fourgonnette et là, il se serait mis à rouler vraiment en fou sur l'avenue Van Horn, zigzagant entre les véhicules. Sauf que là, lui, il roule comme un policier appelé sur une urgence. Mais il n'y a pas de gyrophare. Il n'y a pas de sirène. Il Non, n'y a pas la formation, peut-être. Je sais pas. Peut-être qu'il l'a, peut-être qu'il je sais pas. Mais les policiers ont une formation quand même de conduite là, en ville avec les gyrophares, mais tu fais pas n'importe quoi. Oui, on se comprend. On a tous déjà vu, je pense, des véhicules d'urgence rouler dans une rue bondée à Montréal, puis ils roulent pas à 120. Là. Ils vont pas rouler en fou dans cette rue-là. Fait que tout ça pour dire que là, il cause un accident. Ben oui, parce qu'il se retrouve même en sens inverse à un point sur la rue Van Horn et là, brûle un feu rouge à l'intersection de l'avenue du Parc et frappe de plein fouet un véhicule Nissan. Mais le problème, c'est que l'homme qui était dans le véhicule en question a été grièvement blessé, si bien que depuis le mois d'août, là, il est encore en train de s'en remettre. Il est même pas clair si un jour il va pouvoir remarcher normalement. Là. Pour lui, là, on a vraiment une capacité physique qui est diminuée très sévèrement. Mais techniquement, c'est un accident d'auto. Mais là, tu te dis, OK, mais c'est quoi l'accident? Y a-tu une patrouille acidique avec un 911 acidique? Parce que, à ma connaissance, la police de Montréal, le SPVM, là, ils répondent aux demandes de toutes les communautés. Tu appelles le SPVM, tu dis je suis en danger, ils te demanderont pas c'est quoi ton nom, c'est quoi ta nationalité, puis tout ça, là, ta religion, ils vont y aller. Oui. Pourquoi y a-t-il une patrouille parallèle? Mais non, c'est d'ailleurs la police de Montréal qui a repris cette enquête-là, et là, faudra voir exactement là, de quoi on parle. On parle d'une patrouille acidique dans ce quartier-là, mais surtout des espèces d'autorisations qu'eux peuvent se donner parce qu'on... De rouler sa rue à n'importe quelle vitesse, parce que c'est bizarre cette affaire, ouais, sincèrement. Là. Un procès qui doit être de retour là, devant la cour au mois de mars prochain. Économie. On a annoncé aujourd'hui que le salaire minimum au Québec va augmenter dès le 1er mai 2024, une augmentation de 50 sous sur le salaire qui va passer donc de 15,25 à 15,75 pour les salariés au pourboire, c'est de 12,20 à 12,60 que ça va passer. Puis il y a des augmentations également pour ceux qui sont à la cueillette, là, par exemple de fraises ou de framboises. Et c'est une annonce, comme à chaque fois qu'il y a des annonces sur le salaire minimum, Mario, qui a été applaudie d'un côté, qui a été déplorée de l'autre. Il y a des organismes qui sont contents, il y en a qui le sont point, vraiment. Ouais, mais tu vois, en pourcentage, ça donne à peu près 3 là, 3 points quelque chose. 3,28. Ouais, c'est ça. C'est parce que dans les dernières années, on avait vu comme un gros rattrapage. Les augmentations de salaire minimum étaient supérieures à l'inflation. Quand je dis un rattrapage, un gain là, de pouvoir d'achat. Parce que même quand l'inflation était haute, les augmentations de salaire minimum étaient plus fortes. Là, cette année, c'est pas le cas. À mon avis, l'inflation à la fin de l'année va avoir été dans ces eaux-là, 3,2 là, ça pourrait ressembler à ça. Donc, on ne fait pas de rattrapage. On doit considérer au gouvernement. Mais en même temps, on a une nouvelle formule mathématique. Là. C'est 50 du salaire moyen. Probablement qu'on s'en est tenu à ça. Mais donc, pour les gens qui sont au salaire minimum, on n'est plus, contrairement, je ne sais pas, j'allais dire les 3, 4, 5 dernières années, on était toujours dans des augmentations de salaire minimum supérieures à l'inflation. Donc, un rattrapage ne semble pas être le cas cette année. Le Monde. Aujourd'hui, devant le Sénat américain, on avait droit à toute une brochette de hauts dignitaires des réseaux sociaux sur la planète. Là. Puis si je dis hauts dignitaires, mais c'est bien évidemment les dirigeants et dirigeantes là, des très grands réseaux sociaux qui devaient passer devant le Congrès américain qui les a véritablement grillés aujourd'hui. Là. Parce qu'eux accusent ces plateformes-là de ne pas en faire suffisamment pour protéger les plus jeunes qui utilisent leurs services, notamment contre les risques d'exploitation sexuelle, de suicide, de dépression, qui peuvent affecter des jeunes là, qui deviennent complètement accros aux réseaux sociaux. Et là, ben, c'était Mark Zuckerberg de Meta, Linda Yaccarino de X, Zhu Chu de TikTok, Evan Spiegel de Snap et Jason Citron de Discord qui étaient tous présents aujourd'hui puis qui ont défilé les uns après les autres pour tenter d'expliquer les mesures qui sont mises en place par leurs réseaux sociaux respectifs. Mais là, c'était des grosses accusations qui tombaient. Il y avait des familles de victimes de jeunes, par exemple, qui se sont enlevés la vie parce que leur image corporelle en a pris une claque avec les réseaux sociaux. Et là, ben, on est allé de promesses presque électorales, Mario, d'un côté comme de l'autre. Là. TikTok a promis d'investir encore 2 milliards de dollars en sécurité, d'engager 40 000 nouveaux professionnels cette année. X, on dit soudainement qu'il allait remettre des effectifs sur la modération de la plateforme, qui, je le rappelle, ont été sabrés à l'arrivée de M. Musk. Et ça paraît. Et ça paraît beaucoup. Et Mark Zuckerberg, qui était l'un de ceux, évidemment, qui était le plus attendu de pied ferme, lui a dit « J'ai investi 20 milliards de dollars en sécurité depuis 2016. J'ai engagé 40 000 personnes pour modérer les contenus. » Le problème, c'est que dans les dossiers de plainte qui ont été déposés là, par une quarantaine d'États américains là, fin octobre dernier, qui, eux, veulent s'en prendre justement aux géants du web pour ça, mais on se rendait compte que
ben, du côté de M. Zuckerberg, il y a des équipes là, qui ont été démantelées dans les années, qui avaient déjà eu l'occasion justement de s'en prendre le plus précisément au mal que ça cause chez les jeunes, puis qu'ils ne l'avaient pas fait. Bref, il y en a qui ont passé un sale quart d'heure aujourd'hui devant le Congrès américain. Résumer l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.